L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici le titre de ce journal. Deuxième jour du New York Forum Africa à Libreville au Gabon. Décideurs politiques et économiques renforcent les échanges et débats en vue de l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour le développement du continent. Ce samedi, ils ont reçu le soutien des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Sékou Tangara sera en direct avec nous dès le début de ce journal. Jeter les bases de la mise en place d'un nouveau système de paiement transfrontalier, tel est l'objectif de la réunion des experts de la CEDEAO qui se tient à Dakar, au Sénégal. Hassan Rouhani, élu président de la République islamique d'Iran, ce religieux modéré, a remporté la présidentielle dès le premier tour. Qui est-il? Son portrait dans ce journal. Voilà pour le sommaire, c'est sur le Gabon que nous ouvrons ce journal avec la poursuite du New York Forum Africa, une rencontre des dirigeants politiques et économiques en vue, je le disais tout à l'heure, de l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour le développement du continent africain. La capitale gabonaise a également abrité le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Sékou Tangara, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial à Libreville. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC vient de prendre fin tout à l'heure à Libreville. Que peut-on retenir de cette rencontre de haut niveau? Oui, Paul Garsou, il faudrait dire tout de suite que c'est un sommet historique. Historique pour les 150 millions d'habitants de l'Afrique centrale. Vous savez, la libre circulation des personnes et des biens sera désormais une réalité dans cette sous-région. À compter du 1er janvier 2014, les citoyens de la CEMAC n'auront plus besoin de visa pour aller d'un pays à un autre. Les 6 chefs d'État ont paraphé le document devant concrétiser cette volonté d'intégration sous-régionale. Sur ce point, Kolfia, on peut dire que l'Afrique centrale vient d'emboîter le pas à l'Afrique de l'Ouest concernant la matérialisation de la libre circulation des personnes et des biens. D'autres recommandations de la rencontre ont trait à l'harmonisation des règles commerciales et douanières, ainsi que la correction des villes de la région à travers l'amélioration des réseaux de transport. Sékou Tangara, le New York Forum Africa est à sa deuxième journée. Quelles sont les grandes lignes de cette journée de samedi? Que peut-on retenir de cette journée? Déjà, il faut savoir que la clôture est prévue pour demain dimanche. Mais en attendant, la journée de ce samedi a été marquée par de nombreux exposés sur notamment le thème du forum, à savoir la transformation de l'Afrique. Et au titre des actus du forum, on note l'arrivée cet après-midi à Libreville du président ivoirien Alassane Ouattara. Il va certainement assister à la cérémonie officielle de clôture demain dimanche, sinon que déjà à l'intention des 700 participants à ce forum, une soirée culturelle sera organisée au niveau du stade d'Ingwandje. Une soirée culturelle qui nous permettra sans doute d'aller à la découverte de la richesse culturelle du Gabon, la découverte du Haut-Éboué, le Wollentem, et puis voilà, toutes les régions, la diversité culturelle du Gabon. Ce sera tout de suite à travers une soirée culturelle pour marquer la fin de ce New York Forum Africain. Sékou Tangara, en direct de Libreville. Sékou, merci pour tous ces détails. Merci. Voilà, vous pouvez suivre tout à l'heure à partir de 21h30 sur Africable Télévision le débat des chefs d'État sur ce New York Forum Africa de Libreville. Économie encore, en 2014, l'Afrique va atteindre une croissance de 5,1% contre 4,8% cette année. C'est la principale information contenue dans le rapport économique sur l'Afrique. L'édition 2013 du document a été présentée vendredi à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Le rapport économique sur l'Afrique en 2013 projette le taux de croissance du continent à 5,1% en 2014 contre 4,8% cette année.
De la présentation de ce document de 255 pages, sort que l'embellie observée résulte de la bonne tenue des produits de base sur les marchés internationaux au cours des 2 dernières décennies. Les pays africains bénéficient des retombées du cours des matières premières sur les marchés internationaux, ce qui leur offre l'occasion de pouvoir financer leur politique d'industrialisation et notamment de combler le déficit en matière de financement, le déséquilibre entre l'épargne et l'investissement nécessaire pour pouvoir s'industrialiser. En revanche, souligne le manuel, les produits de ces exportations n'ont pas impacté sur la valeur ajoutée dans la politique industrielle, d'où la nécessité et même l'urgence pour ces pays de mettre en place des politiques permettant à l'Afrique de tirer les plus grands profits de la transformation de ces produits de base. Le rapport suggère justement de régler tous ces problèmes de goulot d'étranglement. Non seulement il insiste sur la nécessité de renforcer les producteurs locaux en termes de capacité et de compétences, mais surtout il y a une recommandation forte concernant le problème des infrastructures en termes de transport, d'énergie, même de télécommunications, qui sont un obstacle conséquent à l'initiative privée qui est un préalable nécessaire pour l'industrialisation des pays africains. C'est finalement un document d'intérêt que la Commission économique pour l'Afrique vient ainsi de mettre à la disposition des décideurs, enseignants, chercheurs et étudiants. Autre titre de l'actualité de ce samedi, cette rencontre des experts des pays de la CEDEAO à Dakar au Sénégal. Pendant 2 jours, ils vont jeter les bases concrètes de la mise en place d'un nouveau système de paiement transfrontalier en vue de renforcer les échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. Myriam Benguefay, Bendambay avec notre bureau permanent à Dakar. Le marché des paiements constitue un secteur stratégique en pleine croissance. Il est également confronté à une forte concurrence et faisant l'objet de nombreux enjeux technologiques, commerciaux, financiers, économiques et même politiques. Cette situation est un facteur supplémentaire qui explique la rigidité à la baisse des coûts des transactions et la préférence des usagers, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'utilisation du circuit informel dans le cadre de leurs opérations, notamment celles transfrontalières. C'est ce qui pousse la Banque mondiale à mettre en place un système qui permet à un utilisateur d'un moyen de paiement électronique d'effectuer des transactions de retrait et de paiement indépendamment de sa banque. Ce projet de mise en place d'un marché régional intégré des paiements et des transactions électroniques au niveau de la CEDEAO vise à doter la zone d'une plateforme intégrée permettant à tout citoyen, comme l'a dit Boukari tout à l'heure, de pouvoir faire des transactions, soit par carte, Internet et ou le téléphone portable aujourd'hui qui est quand même un vecteur important. Cette conférence pourrait être l'occasion pour les parties prenantes, notamment les spécialistes sur les questions de commerce et de systèmes de paiement, d'examiner les politiques et autres contraintes, notamment techniques, commerciales et réglementaires, qui s'imposent dans notre contexte ouest-africain. Ce système de paiement transfrontalier va être accompagné d'un agenda précis à court, moyen et long terme vers le chemin de la construction d'un marché régional intégré de paiement électronique en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique tout entière. Un mot des politiques en visite à Vienne, en Autriche. Le président burkinabé Blaise Compaoré était face à la presse qui l'interrogeait sur sa médiation dans la crise malienne. À la question de savoir quelles sont les chances du succès de cette médiation, le président burkinabé a défendu les propositions qu'il a soumises aux différentes parties. Je vous propose de l'écouter. Nous avons là un conflit très complexe parce que nous avons eu cette rébellion au nord du Mali, ça c'est un. Mais malheureusement, au même moment pour le Mali, il y a eu coup d'État à Bamako. Alors, donc, dans cette crise, en tant que médiateur, il est apparu donc logique de traiter les questions constitutionnelles. Parce que tant que le Mali ne se retrouve pas dans un ordre constitutionnel normal, il allait être difficile de gérer les autres questions. Alors, puisque en dehors des problèmes du Nord, il y avait aussi l'extérieur, l'étranger, avec les mouvements islamistes, terroristes qui étaient entrés. Donc ça faisait 3 dossiers en même temps. Mais il fallait régler les questions constitutionnelles. C'est ce que nous avons essayé de régler dans un premier temps en amenant le président Diankounda, le président de l'Assemblée, à prendre les choses en main. Après, nous nous sommes maintenant occupés des questions entre Maliens, ceux qui au nord demandaient la charia, ceux qui voulaient l'indépendance, et les amener aujourd'hui
a rejeté à la fois l'indépendance et a rejeté aussi l'intégrisme religieux. Donc, alors, il suffit maintenant d'organiser un dispositif de sécurité, de sécurisation pour tous, pour que les élections puissent avoir lieu en juillet. Alors, bien sûr, entre ce que je comprends, c'est que le gouvernement de Bamako parle de désarmement immédiat, alors que le processus que moi j'ai proposé, qui doit être un processus rassurant pour les partis. Parce que quand des partis sont en conflit, pour demander à une partie subitement de désarmer, sans créer des conditions qui rassurent cette partie, même si elle accepte le principe, ça peut être difficile à gérer. Surtout que, parallèlement, vous avez d'autres mouvements qui restent armés dans la zone. Alors c'est pour cela que nous avons voulu que ce soit un accompagnement avec des forces internationales, avec un processus progressif, avec la police, la gendarmerie, etc. Mais l'objectif final, c'est que le Mali récupère la totalité de son territoire sous son administration, puisqu'il y a le redéploiement de l'administration, des services sociaux. Et donc l'intégrité territoriale du Mali, au bout de compte, va être assurée. Je pense que le processus que j'ai proposé me paraît équilibré, et juste, équitable, mais surtout et respectueux, bien sûr, des institutions maliennes. Je pense que probablement qu'avec des reformulations, on pourrait s'entendre, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers un processus qui est à la fois pacifique et rassurant pour toutes les parties. Je vous l'annonçais également en titre, en Iran, c'est donc une surprise. Le candidat réformateur Hassan Rouhani est élu président de la République à l'issue de la présidentielle. Il succède donc à Ahmadinejad. Mais qui est cet homme considéré comme un religieux modéré? Son portrait dans ce reportage. Un modéré, un réformateur, comment faut-il qualifier l'homme qui vient de remporter l'élection présidentielle iranienne? Hassan Rouhani a créé la surprise, peut-être au sein même de l'appareil dirigeant. Il semble avoir rassemblé une majorité d'électeurs, après avoir obtenu le soutien de deux grandes figures incarnant la réforme, deux anciens présidents, Mohammad Khatami et Hachemi Rafsanjani. Hassan Rouhani est néanmoins un homme du régime, mais dans sa version diplomatique. Entre 2003 et 2005, il était à la tête de l'équipe qui négociait face aux Occidentaux le programme nucléaire iranien. Et pendant la campagne, il a réaffirmé qu'il voulait faire preuve de souplesse pour mettre fin aux sanctions qui ont plongé le pays dans une grave crise économique. Nous devons sortir de l'extrémisme, et cela s'applique aussi à la politique étrangère. Nous devrions préserver les intérêts du pays et la sécurité nationale, de manière à donner la chance à notre peuple de participer politiquement, économiquement et socialement. Hassan Rouhani a été député entre 1980 et 2000 et représente toujours Ali Khamenei, le guide suprême au sein du Conseil de la sécurité nationale. On le dit proche de cet homme placé au centre du pouvoir de la République islamique. C'est aussi un religieux du rang de Hodjatul Islam, ce qui laisse penser aux sceptiques que si Rouhani amène des réformes, elles ne sauraient être autres que modérées. En Turquie, l'AKP donne de la voix. Le parti au pouvoir a tenu cet après-midi un gigantesque meeting à Ankara, la capitale. Une sorte de contrepoids face à la vague de protestations que connaît le pays depuis plusieurs jours maintenant. Les manifestants, de leur côté, refusent de quitter la place Taksim à Istanbul. Et c'est là malgré les nombreuses concessions du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Ils sont une poignée d'irréductibles. Ils ne veulent pas décamper du parc Gezi à Istanbul. Malgré la boue qui envahit leur tente, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout. La menace d'une évacuation par la police n'y fait rien. Pourtant, vendredi dans la soirée, le Premier ministre s'est fait plus conciliant. Recep Tayyip Erdogan a promis de suspendre le projet de réaménagement du parc Gezi et de la place Taksim jusqu'au verdict de la justice. Ce projet était la raison première de la colère des manifestants. Jeunes gens, s'il vous plaît, évacuez le parc Gezi. Rentrez chez vous.
Si des organisations illégales restent dans le parc, laissez-moi avoir affaire avec eux. Parce que le parc n'appartient pas à ces groupes illégaux. Il appartient à tout Istanbul. Mais il n'est plus aujourd'hui seulement question d'un parc à sauver. Certains parlent de l'identité d'une nation. Ils resteront ici jusqu'à ce que leurs demandes soient entendues, et plus encore. Je veux mes amis, ceux qui sont retenus, je veux qu'ils soient libérés, et aussi je veux que les policiers qui ont utilisé des moyens disproportionnés soient traduits en justice. Dans la nuit de vendredi à samedi, des échauffourées ont de nouveau éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Depuis le début de l'occupation, les heurts ont fait 4 morts et près de 7500 blessés, de quoi ternir l'image du gouvernement turc à l'étranger. Les manifestants du parc Gezi réclament maintenant le départ du Premier ministre. Ils l'accusent de dérive autoritaire. Célébration hier vendredi 14 juin de la journée mondiale du don de sang. Au Niger, la journée a été marquée par le lancement d'une semaine d'information, de sensibilisation et de plaidoyer à l'initiative du réseau des journalistes pour la santé. Au nombre de donneurs du sang, on peut noter la présence de la première dame du Niger, Mme Aïssata Issoufou. Sarki Aboubakar Razagabashi avec notre bureau à Niamey. Cette journée internationale de don de sang a été marquée au Niger par des gestes concrets et symboliques. La première dame du Niger en a profité pour donner son sang, ainsi que les épouses du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Donner du sang peut aider à sauver des vies. C'est donner une chance de survie à chaque malade qui a besoin du sang. Cette initiative du réseau des journalistes pour la santé, en collaboration avec les ministères de la Santé et de la Communication, a permis de récolter plusieurs litres de sang. Du sang qui sera mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes des communicateurs. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre domaine d'intervention aussi pour participer à certaines actions de développement de notre pays. Et on a initié la semaine pour montrer aussi aux yeux de la population, parce qu'on se dit que le journalisme, c'est collecter les informations, les traiter, c'est pas ça seulement. Le journalisme, c'est autre chose aussi. On peut sauver aussi des vies. Donc tous ensemble, il faut qu'on réussisse. Il faut que le Centre national de transfusion sanguine et ses démembrements régionaux, en tout cas, réussissent dans leur mission. Leur mission d'assurer la disponibilité du sang sur l'ensemble du territoire. Le temps vient ainsi d'être donné pour cette semaine d'information, de sensibilisation et de plaidoyer initiée par le réseau des journalistes pour la santé. Au sortir de cette semaine, le réseau pourra librement afficher sa fierté, celle d'avoir contribué à un don de vie à travers un don de sang. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, le programme phare de la soirée sur Africable Télévision, vous pouvez suivre tout à l'heure à partir de 21h30 sur Africable, donc le débat des chefs d'État sur le New York Forum Africa de Libreville au Gabon. C'est à regarder tout à l'heure. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et je vous retrouve demain pour le débat du dimanche et Djibril Amaïga juste après pour une nouvelle édition d'information. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.